Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 mars 2023. Alors, il y a quelque temps, j'ai abordé, lors de ces innombrables vidéos, la manière que lisait le libraire Henri Tranquille. Et je jugeais cette manière, quoique studieuse, mais assez peu intéressante en définitive. Et pendant un certain temps, l'ayant quelque peu fréquenté, il me faisait parvenir une lettre circulaire qu'il offrait également à quelques-uns qu'il jugeait dignes de recevoir ses expériences de lecture. Et il y a 3 jours, je me suis porté, il ne faut pas que j'oublie de vous montrer ça, je me suis porté acquéreur d'un lot de livres consacrés à Tintin Hergé, ainsi que Marcel Proust. Et dans l'un de ces livres, celui-ci, d'André Mauroy, Le monde de Marcel Proust, qu'est-ce que j'y ai trouvé? Une de ces fameuses lettres circulaires. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et cette lettre circulaire était adressée donc à ce lecteur, à ce collectionneur, à cet amoureux des livres, que c'était ce collectionneur, feu ce collectionneur. Alors, je vous ai raconté la rencontre douloureuse avec sa veuve, qui, le décès est survenu il y a très très peu de temps. Alors elle est sous le choc et c'est normal qu'elle perde pied. Alors donc, je vous ai narré un peu les difficultés de cette femme et mon modeste rôle dans cette histoire. Et j'interviens toujours dans des situations où, en tout cas ces derniers temps, je suis intervenu dans des situations assez douloureuses. Je préfère avoir affaire à des héritiers désintéressés, réglant leur compte avec leur géniteur. Mais ici, ce n'était pas le cas, ni la fois d'avant, et ni la fois d'avant où j'étais mis en présence d'amoureux éplorés qui avaient passé quelques décennies avec leur fou de livres et qui, d'une certaine manière, auraient souhaité pérenniser la passion de leur amoureux. Alors, Tranquille, ça va vous donner une idée d'un peu de son travail. Je vais vous montrer. C'est assez étouffant. Je m'approche pour que vous puissiez en juger par vous-même. Je ne sais pas si on voit bien, non? Voilà. Alors, vous voyez, pas de paragraphe, pas d'interligne. C'est assez maniaque, là, tenez. 3 pages, dactylographiées. Ah, ici, il y a 2 à la ligne. Hein? Vous voyez, je m'approche. Alors, vous voyez, vous recevez ça. Alors, il a colligé, il a extrait donc, des passages de ce livre, Le monde de Marcel Proust. Je vais vous en donner quelques exemples. Page 22. Qu'il devrait être alors un étrange garçon, comme le narrateur de son livre. Il ne semble pas avoir eu d'âge précis, enfant, adolescent, on ne savait. Page 23. Il entra au régiment par devancement d'appel en 1889, afin de profiter encore du volontariat, régime dont c'était la dernière année, et qui permettait à ceux qui en bénéficiaient de ne faire qu'1 an de service militaire. Admis au pelon d'instruction, Proust y fut classé 63e sur 64. Le bon élève
n'était pas un brillant soldat. Page 25. Le docteur Proust aurait souhaité le voir entrer dans la diplomatie. Page 27. Il poursuivait ses études sans y mettre beaucoup d'ardeur. Le professeur Proust et sa femme étaient des parents trop affectueux pour exercer sur leur fils une contrainte durable. Enfin, ses parents l'autorisèrent à suivre, sans but défini, des cours en Sorbonne. Page 28. En apparence, les 4 ou 5 années qui suivirent le service militaire furent encore pour Marcel des années perdues. En fait, il récoltait son miel et remplissait ses rayons de personnages et d'impressions. Pourquoi a-t-il pris plus tard tant de plaisir à peindre l'éclatante carrière mondaine d'un Swann? Parce qu'elle ressemblait à la sienne et parce que, dans l'un et l'autre cas, les prestiges du goût et de l'intelligence avaient vaincu des préjugés hostiles. Il est vrai qu'il écrivit un jour à Paul Soudet qu'il avait dû faire un effort, lui qui avait toujours vécu dans ce monde, pour se mettre à la place du narrateur qui ne connaîtrait pas de duchesse et souhaiterait en connaître, mais c'est un des rares cas où il se soit montré, consciemment ou non, inexact. Sa conquête du monde commença tôt, cela est vrai, elle fut pourtant une conquête et exigea des campagnes. Alors, vous voyez, c'est tout du long comme ça. Et en fait, j'aurais envie de dire, c'est un exercice ennuyeux. Je ne vais pas poursuivre plus longtemps. Et ce que moi j'aurais souhaité à l'époque, il y a déjà une bonne trentaine d'années, lorsque Tranquille me faisait parvenir quelques-unes de ces lectures circulaires, c'est d'abord quelque chose d'aéré, et où il aurait intercalé ses propres commentaires, ses propres impressions de lecteur. Et comme c'était un lecteur d'importance, qui avait lu beaucoup, beaucoup de livres, peut-être nous renvoyer à d'autres lectures faites, nous mettre en parallèle d'autres exemples d'écrivains qui ont connu l'expérience soldatesque, par exemple, ou d'autres écrivains qui auraient été fils de diplomates et qui nous auraient initiés très tôt au travail de la diplomatie. Enfin, des exemples où même que le lecteur, libraire, tranquille, que lui-même se mette en scène pour nous dire que peut-être ce monde de duchesse et de duc et ce monde dépassé ou aux usages surannés, peut-être que lui, tranquille, il y aurait eu une sorte de réserve de sa part à s'y livrer. En fait, quelque chose à la fois de personnel, à la fois d'érudit, à la fois... Et je confesse ici, à ma très courte honte, que ces lettres circulaires, je ne les lisais plus. Je les recevais, j'étais flatté de les recevoir, mais la flatterie ne me poussait pas à la lecture. Alors, et ce collectionneur, aujourd'hui disparu, visiblement, lui aussi a fait partie, pendant un temps, des gens que Tranquille jugeait dignes de recevoir ces notes de lecture. Alors, voilà. Alors, ces 3 pages comme ça, tout du long. Je ne sais si d'autres correspondants ont été plus magnanimes que moi, et peut-être certains d'entre eux ont même eu un vif plaisir à lire ces notes, ces notes d'un seul bloc, ces notes cimentées où aucun oxygène n'y circule. Hier, j'évoquais devant vous aussi ces éditions pirates, dont celle de Régent du Charme, La Vallée des Avalées, ou publiée aux éditions Ariès. Alors, je vous le montre, tenez. Et comme je vous expliquais, on n'a pas
on ne pouvait pas avoir évidemment les plaques de chez Gallimard, alors on a engagé sans doute un dactylo pour refaire le truc, pour refaire le texte. Et ce texte est émaillé de nombreuses fautes d'orthographe. Et si ma mémoire est bonne, cette édition-là de La Vallée des Avalées de Ducharme, évidemment, Ducharme n'a jamais reçu un centime, un sou pour cette publication. Si ma mémoire est bonne, ça s'est vendu au moins à 25 000 exemplaires. Alors, c'est beaucoup, c'est considérable. Et sans doute, Ducharme aurait eu... mais à ma connaissance, Ducharme n'a jamais porté plainte contre cet éditeur. Alors, je vous donne des exemples aussi. On y trouve une liste de titres publiés chez Ariès. Les Contes de ma mère Loi, bon, de Charles Perrault. Du sexe à l'intrigue, de Jean-Marc Bergeron. Bon. Justine, ou Les malheurs de la vertu. La vie génitale de la femme, du docteur Ledoux. Ce petit traité est essentiel à la vie sentimentale de la femme. L'art érotique à travers les siècles, les Kama Sutras, ingénu Saxe-en-Cour ou la femme séparée de Rétif de la Bretonne, la philosophie dans le boudoir, Aurore, la petite persécutée, 120 journées de Sodome, les crimes de l'amour, alors vous avez reconnu évidemment le divin marquis, Souvenir d'une cocodette d'Ernest Feydeau, Candy de Terry Southern et Mason Offenberg, La Vallée des Avalées, et on y lit une étape dans notre littérature québécoise, une étape aussi dans le vol de droits d'auteur, un échelon vers les espaces ouverts de l'imagination, un échelon vers le compte de banque de cet éditeur sans scrupules. Nous sommes fiers, et nous en prenons partie, que ce roman ait été écrit par un Québécois dont la réputation a conquis la France. Pour la première fois, ce roman est édité à prix populaire. Alors, vous voyez, en plus, il ne doutait de rien. On y trouve également, toujours dans cette collection, Études de psychologie sexuelle d'Havelock Ellis, le nouveaux aspects de la limitation des naissances, évidemment, des techniques anticonceptionnelles, Histoire de fleurs, hein, et l'avortement autorisé ou défendu. Alors, surveillez les livres classiques de la collection Ariès et Humanitas. Si votre libraire ou kiosque à journaux ne peut vous les procurer, vous pouvez commander directement en faisant parvenir le prix du livre, plus 10 sous pour les frais de manutention, aux éditions du Bélier, 73-36 rue Saint-Hubert, Montréal. Pas de commande, COD, s'il vous plaît. Alloué 2 semaines pour la livraison. Ben voilà cette petite mise au point. Aujourd'hui, je vais vous raconter un certain nombre de choses. Tenez. En fait, dans la série Histoire de lecteur. Il y a Jacques, qui se reconnaîtra sans doute, parce que Jacques me fait l'honneur de m'écouter, je pense, presque tous les soirs. Jacques fait partie des gens qui font que je continue soir après soir à me livrer en spectacle sur YouTube. Alors, il nous racontait, devant un autre témoin, Denis, que je n'hésite pas à nommer, mais que je pense pas que Denis écoute mes vidéos. Mais de toute façon,
ce simple prénom ne vous mettra pas sur la piste de ce Denis-là, des autres Denis ou de ce Denis-là. Alors, il me racontait, Jacques, que ce qu'il a appelé, lui, sa scène primitive, c'est-à-dire la scène primitive, je ne vais pas donner ici une leçon de freudisme de base. La scène primitive, c'est lorsque l'enfant assiste ou est témoin indirect par des petits soupirs ou des corps s'agitant dans la pénombre ou une lumière tremblotante ou des cris étouffés et le bruit mat et sec de draps qu'on froisse. En fait, où le petit enfant pressent que ses parents se livrent à ces gestes qui ont amorcé la genèse de sa propre création. En fait, la scène primitive, c'est ses parents, c'est les parents que l'on devine faisant l'amour. Alors, Jacques a appliqué cette scène primitive à sa première expérience de lecture fondatrice, en fait. L'acte de lecture fondateur par Mémoire d'un âne de la comtesse de Ségur. Et le bouleversement que cette lecture lui a procuré était accompagné, peut-être y a-t-il un lien ici avec la scène primitive, par un sentiment de deuil. Le chagrin de voir sa lecture terminée. Moi, j'aurais envie de parler, non pas d'une scène primitive, mais le deuil d'un objet perdu, au fond. D'un objet fondateur qui a ouvert ou cristallisé quelque chose. Un rosebud, si vous préférez. Mais le rosebud, on entend aussi quelque chose qui relève peut-être, d'une certaine manière, de la scène primitive. Le fameux rosebud dans Citizen Kane d'Orson Welles. Il amasse une fortune considérable. Il même devient un magnat, devient presque le maître du monde. Tout cela parce qu'enfin, il a perdu un petit objet. Il me semble, si ma mémoire est bonne, une petite boule là, où il y a de la neige, où on brasse la petite sphère et il y a de la neige qui s'ébroue à l'intérieur. Il me semble-t-il que le rosebud, c'était ça. En fait, tout ça parce qu'on est inconsolable d'un objet perdu. Sans doute, le psychanalyste Winnicott aurait long à dire là-dessus. Alors oui, il y a un moment fondateur pour l'aventure des lectrices et des lecteurs. Il y a un moment fondateur. Il y a un moment qui pose les bases d'une vie de lecture. Et cette recherche de joie, cette recherche de sens, cette plongée dans l'imaginaire tout au long de notre existence, on va la poursuivre opiniâtrement, on va la poursuivre méthodiquement, à l'instar d'un tranquille qui va allonger des tartines sans oxygène. Denis, donc, qui était témoin de cette scène, lui, pour sa part, nous confiait avoir grandi dans un univers très pauvre où il n'y avait pas de livres. Sauf sa mère recevait de temps à autre des colis et à l'intérieur de ces colis se trouvaient des livres. Mais il nous faisait part, lui, du fait qu'il avait eu hâte d'apprendre à lire pour enfin pouvoir lire les Tintins. Et là, ici, c'est le désir de lecture qui précède les livres. Alors, un petit enfant, petit garçon, devait pouvoir ouvrir des Tintins
et comprenant qu'il ne comprenait pas, ce qui est déjà un sacré bel effort d'intelligence, la plupart des adultes sont parfaitement incapables de comprendre qu'ils ne comprennent pas. Et le petit garçon, lui, avait compris qu'il ne comprenait pas. Et son désir d'entrer enfin dans l'univers de Tintin passait par l'apprentissage de la lecture, et c'est ce qui le motivait. Plus tard dans la journée, il y a un autre lecteur qui, lui, ne m'a pas raconté son expérience de lecture, mais qui a été témoin d'une très étrange scène à la pharmacie où il avait été chercher une ordonnance médicale. Et en face de lui, il y avait un tout jeune homme, 18-19 ans, qui lisait un livre de Dominique Forcier. Est-ce que c'est les... J'ai omis de prendre le titre le titre en note. Les villes de papier, peut-être? Bon, écoutez, je vais vérifier tout cela après. En tout cas, un livre de Dominique Forcier. Et son premier mouvement, ça a été d'observer ce jeune homme, d'abord de s'en étonner, de voir quelqu'un jeune, de lire un livre, mais d'où il était placé, il pouvait l'observer dans sa lecture. Et là, il m'a raconté qu'à son grand étonnement, ce jeune homme-là est resté une demi-heure devant la première page. Alors, comment interpréter ça? Est-ce que cette première page l'a tant ébloui qu'il est resté saisi, qu'il est resté pétrifié, immobile? Ou encore, était-il dans un état second qu'il ne parvenait pas à enchaîner sur la deuxième page? Que son état de sidération était tel que il ne pouvait franchir le pas, aller vers tourner enfin la page suivante. Une étonnante immobilité, en tout cas, et on a tenté d'apporter un semblant d'explication à ce très étonnant comportement. Et finalement, nous nous sommes résolus à admettre notre impuissance, Michel et moi, ne parvenant pas à trouver une explication nous satisfaisant. Alors peut-être était-ce son moment fondateur de lecture. Peut-être que Michel aura assisté à la naissance d'un lecteur dans un accouchement passablement difficile. Peut-être était-il mis en présence d'un analphabète qui faisait semblant de lire. Il y a eu un cas célèbre d'analphabétisme très connu au Québec, d'un entraîneur de hockey qui est devenu après ça directeur général d'une équipe. Et cet homme-là était un analphabète. Alors vous imaginez, il a su avoir une carrière dans la Ligue nationale de hockey. Sans savoir ni lire ni écrire. Alors, il faisait signer des contrats. Pour moi, c'est un exploit intellectuel inimaginable. Et il faisait signer des contrats de plusieurs millions de dollars à des joueurs de hockey sans même être en mesure de lire ces contrats-là. Alors, ici au Québec, les gens le connaissent. Son nom, c'est Jacques Demers. Et un jour, il a avoué courageusement son analphabétisme. Et il s'est mis à apprendre à lire et à écrire. Et il est devenu un porte-parole pour l'alphabétisation. Il nous expliquait sa honte. Et moi, je me rappelle d'avoir lu, parce que, bon, le poste d'entraîneur chez le Canadien de Montréal, ou n'importe quel poste chez le Canadien de Montréal, est toujours extrêmement
c'est toujours difficile de travailler pour le club de hockey, le Canadien de Montréal. Et je me rappelle avoir lu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça m'était resté, qu'il y avait eu un différend avec le directeur général, Serge Savard. Il était entraîneur à ce moment-là, Jacques Demers. Et Régent Tremblay, qui était probablement à la presse à ce moment-là, avant de migrer au Journal de Montréal, racontait qu'il y avait eu un différend dans l'avion entre les deux hommes et que Jacques Demers était plongé dans son journal et qu'il boudait. Qu'il s'était réfugié, il était tellement fâché qu'il s'était réfugié dans sa lecture du journal. Et pas pourquoi ça m'était resté, cette image-là d'un Jacques Demers boudant derrière son journal. Et pour un analphabète, se réfugier derrière un journal du temps qu'il y avait des journaux. Aujourd'hui, maintenant, c'est des supports numériques, mais aujourd'hui, avec les supports numériques, on n'est même plus obligé d'être lettré. Alors, oui, ça peut être une bonne parade pour cacher son mécontentement et camoufler sa colère, de mettre un écran de papier. Alors, ça m'avait interrogé, ça. Lorsque j'ai appris, comme tout le monde, qu'au fond, il ne savait ni lire ni écrire, et j'avais dit mon admiration, j'étais à Côte-des-Neiges dans ma librairie, et j'avais dit mon admiration à quelqu'un à ma librairie, combien je trouvais admirable l'intelligence de Jacques Demers. Et je me souviens, il y avait un professeur d'université qui, lui, n'était pas du tout admiratif de Jacques Demers, qui m'avait lancé, en tout cas, ce n'était sans doute pas votre meilleur client. Ah, je m'étais retenu cette fois-là. Les commerçants, les petits commerçants, on se retient souvent. Alors, oui, le commerce, c'est une école de diplomatie. Et je m'étais retenu. Mais j'avais été assez outré, parce que quand on réussit à gravir les échelons universitaires et devenir soi-même un universitaire et prof titulaire de surcroît, devrait éviter de pavoiser face au malheur et aux difficultés des gens qui n'ont pas eu ces opportunités, ces possibilités-là. Enfin. Alors voilà, c'est quelques histoires de lecteurs et le titre de la vidéo, ça va être Lire dans les yeux d'Henri Tranquille, Marcel Proust. À demain.